Bienvenue sur ce nouveau webinaire qui fait partie d'une série de 12 webinaires qui se déroulent jusqu'au 30 juin. Les webinaires sur l'ambroisie sont organisés par l'Observatoire de l'ambroisie en partenariat avec le ministère des Solidarités et de la Santé et le CNFPT. Pendant le webinaire, nous allons entendre donc aujourd'hui Valérian Gratin, mais qui se représentera sans doute mieux que ce que je peux faire, mais donc du ministère de la Solidarité et de la Santé, qui va nous parler pendant une vingtaine de minutes de la réglementation ambroisie. Et puis, pendant les 10 minutes qui suivront, Marie-Lou de l'Observatoire reprendra les questions que vous aurez posées auparavant par écrit dans le module chat, et Valérian répondra donc pendant 10 minutes. Tous ces commentaires, les diapos sont enregistrés, toute la séance est enregistrée et vous pourrez les retrouver ensuite sur les e-communautés CNFPT comme d'habitude, donc sur la e-communauté nature et la e-communauté santé. Voilà. Et, bonne séance à tous. Nous partons. C'est parti, Valérian. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Valérian Gratin, chargé de mission qualité de l'air extérieur et espèces nuisibles à la santé humaine au sein du ministère des Solidarités et de la Santé, et plus particulièrement au sein de la Direction générale de la santé. Donc, aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la réglementation relative aux ambroisies. Cette réglementation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile et qui n'est pas forcément non plus instinctif. Alors, je vais commencer en présentant un exemple d'introduction pour le montrer. Donc les ambroisies, vous les avez vues via les différents webinaires précédents, ce sont des espèces, elles sont exotiques et elles sont envahissantes. Mais néanmoins, quand on regarde la réglementation européenne qui existe, les ambroisies ne sont pas des espèces exotiques envahissantes au sens réglementaire. En fait, cela vient du fait que les espèces exotiques envahissantes, c'est une liste d'espèces européennes qui sont donc choisies par les États européens, et les ambroisies n'ont pas été classées en tant qu'espèces exotiques envahissantes parce que les États européens n'ont pas trouvé de consensus sur le fait d'inclure les ambroisies dans la liste. Il faut bien comprendre que la réglementation, ça passe par des consensus, ça passe par des échanges au niveau européen entre les États membres, ou, je vous expliquerai un peu plus tard, au niveau national entre les différents ministères, et que parfois, même si il semble logique que l'espèce puisse être classée espèce exotique envahissante, ici ce n'a pas été le cas. Donc les espèces exotiques envahissantes sont des espèces qui sont nuisibles à l'environnement, et vous pouvez avoir plus d'informations si vous le souhaitez sur celle-ci via le centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes, via le site internet que j'ai indiqué ici, qui reprend à peu près la même chose sur les espèces exotiques envahissantes que le site ambroisie.info. On a donc plusieurs espèces végétales et animales qui sont réglementées au niveau européen via les espèces exotiques envahissantes et via les organismes nuisibles aux végétaux. Ce sont donc des listes européennes qui sont déclinées ensuite, un droit européen qui est décliné en droit français. Pour les espèces nuisibles à la santé humaine, c'est uniquement une réglementation française. Il n'existe pas de réglementation européenne sur les espèces nuisibles à la santé humaine. Et donc, ces espèces et ces réglementations sont incluses donc dans le Code de la santé publique. Donc, la réglementation espèces nuisibles à la santé humaine, je vais vous parler de la réglementation récente nationale, sachant qu'avant cette réglementation nationale, il existait déjà des arrêtés préfectoraux dans certains départements, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais là, je focalise mon intervention sur après 2016. Donc, la réglementation, ça a été introduit donc via la création d'un chapitre dans le Code de la santé publique, lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine. Donc, vous remarquerez que la loi qui a introduit ça, c'est la loi sur la modernisation du système de santé. Il faut bien comprendre que le ministère de la Santé, quand il va faire une loi, en général, ça va être une grosse loi sur
le système de santé, les soins, l'organisation des soins, etc. Et donc, le cœur de la loi, ça va être le système de santé. Et nous, à notre niveau, on va voir les autres directions qui portent la loi pour se dire, est-ce que vous pouvez mettre un article un petit peu en fin du train, donc l'article 57 de la loi de modernisation de notre système de santé. C'est pas forcément logique d'y retrouver les espèces nuisibles, mais on a réussi à s'y intégrer dans cette grosse loi sur le système de santé. Ça, c'est important et je vous en reparlerai après de justement le fait que le sujet est un peu est moins grand par rapport à toutes les lois de santé et donc il faut se raccorder à quelque chose d'autre qui existe ou qui va exister. Donc le chapitre crée des articles au sein du Code de la santé publique qui sont donc l'article L 1338.1, donc le L c'est pour l'article législatif, donc dans une loi quand il y a un L c'est parce que l'article a été pris via une loi, qui précise qu'un décret fixe la liste des espèces végétales et animales dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine et définit les mesures susceptibles d'être prises pour prévenir leur apparition ou lutter contre leur prolifération. Ce décret, c'est celui du 26 avril 2017. Donc il faut bien comprendre que la loi va fixer le cadre général en appelant d'autres textes et que ces autres textes, pour chaque espèce, va définir ce qu'il est possible de faire contre ces espèces animales et végétales. Donc on voit que la loi précise qu'on peut inscrire plusieurs espèces animales et végétales dont la prolifération constitue une menace, et le décret, lui, va préciser ces espèces, et actuellement, seules 3 espèces d'ambroisie sont réglementées, l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide et l'ambroisie à épilis. Le deuxième, la deuxième inclusion qu'a fait l'article 57 donc de la loi de modernisation du système de santé, c'est l'article L 1338.2 qui précise ici qu'un arrêté des ministres peut limiter ou interdire l'introduction, le transport, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat d'une espèce dont la prolifération constitue une menace pour la santé humaine. Cet arrêté, c'est celui du 26 avril 2016 qui reprend peu ou prou les termes de l'article L 1338.2. La sanction en elle-même, elle va être présente dans le décret, donc le même décret que j'ai cité précédemment, celui du 26 avril 2017. En effet, dans les décrets vont avoir les textes présents dans les décrets, les articles du décret vont intégrer le code de la santé publique, alors que l'arrêté n'est pas réglementaire et ne va pas être introduit dans le code de la santé publique. Donc là, le décret du 26 avril va créer donc les articles D et R 1338 qui vont préciser un petit peu la lutte contre les ambroisies, les mesures à mettre en place, etc. Donc, ne pas se conformer à l'arrêté, donc c'est-à-dire transporter l'ambroisie, etc., va entraîner une amende de 135 € qui est équivalent donc à une contravention de la 4e classe. À titre de comparaison, c'est la même chose que si on utilise son téléphone au volant ou si on n'a pas de port de ceinture de sécurité. Pour continuer avec ce décret donc, du 26 avril 2017, qui est le texte le plus important dont je vais parler aujourd'hui, et qui donc est disponible à la fois donc, facilement, si vous tapez sur Google ou via l'Observatoire des ambroisies, le site ambroisie.info, tous les textes réglementaires y figurent. Donc le décret va préciser les mesures qui peuvent être mises en place à la fois au niveau national, donc ça va être des mesures de communication, de prévention, d'information, et donc ces mesures au niveau national
vont être mises en place, notamment par l'Observatoire des ambroisies fraudes en France, et cela fait l'objet d'une désignation par un arrêté du 2 juin 2017. Au niveau départemental, le décret précise que les préfets de département, dans les régions où il y a présence d'ambroisie et dans les régions où l'ambroisie est susceptible d'être présente, de mettre en place des actions. Ces actions, elles sont listées donc dans le décret et le préfet va pouvoir en fait piocher dans ces actions en fonction de l'état d'envahissement du terrain. Et la stratégie mise en place au niveau local via l'arrêté et en parallèle de cet arrêté, souvent sont pris des plans de lutte, seront décrits en fonction du niveau d'envahissement. Donc comme vous le voyez, en zone infestée, l'action prioritaire sera de réduire la production de pollen et de limiter la prolifération. En zone de front de colonisation, les actions prioritaires seront d'éviter la production de graines et d'éradiquer les populations d'ambroisie. Et en zone pas ou peu infestée, il s'agira principalement de surveiller et d'éradiquer les nouvelles populations d'ambroisie. Dans tous les cas, il y a l'obligation pour tout un chacun de gérer les 3 ambroisies réglementées sur son terrain. J'y reviendrai. Aujourd'hui, on a 45 arrêtés préfectoraux et 27 plans de lutte. Donc, comme vous le voyez, les arrêtés préfectoraux qui ont été pris depuis 2016 sont en rouge. Ceux qui existaient avant 2016 et qui n'ont pas encore été réactualisés sont en jaune-orange. L'arrêté préfectoral agriculture temporaire, c'est un arrêté qui cible quelques communes dans l'Essonne, mais cet arrêté va prendre fin à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, on a des arrêtés préfectoraux et des plans de lutte qui sont pris. Et pour répondre un petit peu à la question du webinaire sur que dois-je faire, en lien vraiment avec la réglementation. Alors, la réglementation va préciser 2 choses. Donc, via l'article R, donc c'est pris par un décret, les maires peuvent participer aux côtés du préfet à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures, donc les mesures de prévention, de surveillance, etc. Et les collectivités territoriales peuvent désigner un ou plusieurs référents territoriaux dont le rôle va être de repérer la présence des espèces, de participer à leur surveillance, d'informer les personnes concernées, de veiller et participer à la mise en œuvre de ces mesures. Et on peut y ajouter, même si ce n'est pas précisé réglementairement, l'organisation de la communication locale. Donc, ce n'est pas une obligation des maires de désigner des référents territoriaux. Donc, c'est pour ça que s'il y en a qui sont derrière leurs écrans, je remercie les municipalités qui ont bien voulu désigner des référents territoriaux, et je remercie tous les référents territoriaux aussi pour leurs actions sur le terrain. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que donc on a un cadre, mais on le sait malheureusement, le cadre n'est pas forcément en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain. On le sait qu'il y a des situations parfois conflictuelles, des situations qui posent problème, et on cherche donc à faire évoluer la réglementation pour permettre 2 choses. Une première chose, permettre aux agents de pouvoir rentrer sur une propriété privée pour y constater la présence d'ambroisie, et si cette ambroisie est constatée, de permettre la mise en place de sanctions réglementaires, par exemple via des travaux d'office ou des amendes, etc. Aujourd'hui, cette possibilité n'est pas introduite dans la loi, et il y avait
une proposition de loi relative à la sécurité sanitaire qui avait donc été proposée par un sénateur, le sénateur Amiel, et qui avait été votée au Sénat en février, et qui prévoyait, ce qui nous allait plutôt bien, de déléguer aux agents des organismes à vocation sanitaire la possibilité de pénétrer sur les propriétés privées, de faire un constat, de faire en sorte que ce constat imposait donc aux propriétaires d'agir dans un temps donné, et que s'il n'y avait pas d'action, de mettre en place des travaux d'office à la charge du propriétaire. Encore une fois, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la loi de modernisation du système de santé, le problème de cette loi sécurité sanitaire, c'est comme son nom l'indique, le cœur, ça a été la sécurité sanitaire. Et le cœur, notamment, c'était sur la possibilité de confiner les personnes contact d'une maladie grave. Avec le Covid, de nombreux articles de cette proposition de loi ont donc été repris pour intégrer la loi d'urgence sanitaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la loi sécurité sanitaire, il ne subsiste que des articles entre guillemets mineurs, puisque le cœur de la proposition de loi a disparu. Ce qui entraîne qu'actuellement, on n'a pas du tout d'informations sur le passage à l'Assemblée nationale et que même on peut se poser la question de savoir s'il y aura ou non un passage à l'Assemblée nationale de ce texte. Ce qui veut dire que actuellement, on est un petit peu bloqué. On va voir si cette proposition de loi continue ou pas son chemin. Mais pour introduire des sanctions dans la réglementation, il va falloir soit trouver un nouveau texte porté par le ministère, soit travailler encore avec d'autres ministères, etc. Au niveau de l'élargissement de la réglementation, comme je vous l'ai dit, le socle aujourd'hui, il est assez souple et la loi précise que d'autres espèces pourraient être introduites dans la liste du Code de la santé publique. Donc c'est notamment, on réfléchit notamment à l'introduction des espèces comme par exemple le houblon du Japon, la berce du Caucase ou les chenilles processionnaires du pin et du chêne. Donc voilà pour l'évolution qui passerait donc par le Code de la santé publique. Je vous remercie de votre attention et je laisse place aux questions. Et me voilà. Merci beaucoup Valérian, c'est très clair. Maintenant, je vous invite, si vous voulez, donc les participants à poser vos questions dans le petit chat en bas à droite. Et moi, je vais donc reprendre ces questions et les poser à Valérian. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire pour le moment. Et je m'entends un peu en double, donc j'espère que vous m'entendez bien. Mais bon, ok. En attendant de recevoir les questions, peut-être que Valérian, tu pourrais nous redire, il y a une sanction qui était déjà prévue dans un des textes de loi. C'était sur le transport, c'est ça? Est-ce que tu pourrais nous développer cet aspect-là? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, sur l'amende de 135 € transport, donc c'est transporter l'ambroisie, l'introduire, l'utiliser, la mise en vente ou la vente. C'est sanctionnable d'une amende donc de 135 €. Ok, et donc ça c'est bien pour faire la différence. Cette amende-là, c'est dans le cas de transport, mais par contre, si on a de l'ambroisie sur son terrain qui est déjà implanté, donc c'est à ce moment-là que vous cherchez un véhicule législatif, c'est ça pour Voilà, pouvoir, exactement. Parce que pour le moment, en fait, on n'a pas la possibilité réglementairement, parce que au cours des discussions, malheureusement, le consensus n'a pas pu être
atteint en 2016 sur la question, on n'a pas pu introduire dans la réglementation la possibilité d'entrer sur les propriétés privées. Donc, sans pouvoir entrer sur les propriétés privées, il est difficile de faire un constat qui fasse 100% foi. On peut constater la présence d'ambroisie, même si elle est dans un champ, mais il pourra toujours y avoir contestation, etc. L'idéal, c'est vraiment de constater la présence d'ambroisie sur le terrain et donc de pouvoir y rentrer. Et actuellement, on n'a pas eu ce consensus en 2016, mais les discussions récentes montrent que, a priori, on va vers ce consensus, mais qu'il faut trouver le vecteur législatif qui permette de l'écrire noir sur blanc. Donc il y a bien ces deux cas à bien distinguer, le fait de transport d'ambroisie et le fait d'avoir des ambroisies sur son terrain. Alors une question de Angéline Fabre, lors de la prise d'un arrêté préfectoral, y a-t-il des moyens de protéger les agriculteurs qui seraient dans l'obligation de détruire leur culture pour détruire l'ambroisie? Et à l'heure actuelle, je crois qu'il n'y a pas de compensation de prévu. Alors non, peut-être Marilou, tu veux peut-être développer parce que c'est un peu plus un domaine ministère agriculture. Oui. Alors, en fait, pour le moment, il n'y a pas de compensation de prévu, puisque généralement, ces compensations, donc quand les agriculteurs doivent mettre en place des mesures de gestion, comme par exemple détruire une culture car elle est trop envahie d'ambroisie, ou voilà, c'est pris en compte par un organisme qui s'appelle le FMSE, et cet organisme, donc des fonds monétaires, peut compenser les agriculteurs que sur des espèces qui sont classées nuisibles à l'agriculture. Or, comme Valérian l'a dit, les ambroisies sont classées nuisibles à la santé humaine et pas à l'agriculture. Donc, pour le moment, ces compensations sont impossibles et elles pourraient l'être un jour peut-être si les ambroisies étaient classées nuisibles à la santé des végétaux, donc à l'agriculture. Si tu n'as pas d'autre chose à ajouter là-dessus, Valérian, je passe à la question suivante. Qui est donc de Élise, de Atmo de Bourgogne-Franche-Comté, qui est en mesure de mettre une amende. Alors actuellement, les personnes qui sont susceptibles de mettre une amende sont précisées. Donc, j'ai pas la liste exacte, mais il y a de très nombreux acteurs de l'État et également les maires qui sont précisés donc à l'article L 1338-4 du Code de la santé publique. Donc c'était aussi l'objet de la question d'après. Au cours d'une précédente conférence, il a été fait mention d'une autorité pouvant mettre une sanction, une amende. Donc c'est les agents qui sont mentionnés, comme tu viens de le dire, Valérian. Mais ce que je comprends aujourd'hui, hormis le transport, mais qui transporte de l'ambroisie comme des variations, il n'y a rien. Donc c'est ça, c'est bien cette distinction transport et possession d'ambroisie en fait sur son terrain. C'était à la 5e conférence. En cas d'absence de réaction, le référent doit informer les agents mentionnés au 1 de l'article L 113-38-4 du CSP. Mais je n'ai pas encore compris qui c'est. Peut-être que tu as en tête, Valérian, des exemples de ces agents mentionnés dans ce texte. Ça va être tous les agents un peu qui sont sous l'autorité du préfet. Donc ça peut être les agents des agences régionales de santé, des DREAL, ça peut être également les maires via leur pouvoir d'officier de police judiciaire et tous les autres officiers de police judiciaire. Ok, merci. Et donc, on avait effectivement proposé qu'en cas d'absence de réaction, le référent doit informer ses agents. Après, ces agents peuvent procéder à différentes relances, pas forcément donc des amendes, mais peuvent au moins s'organiser, faire remonter les cas et puis voir quel recours est possible. On a, par exemple, sur la boîte du référent ambroisie, vous avez des lettres de relance à envoyer aux propriétaires. En fait, les cas conflictuels sont très peu nombreux. Il y en a dans 90% des cas. Déjà, les personnes ne sont pas forcément au courant de la présence des ambroisies sur leur terrain, ne savent pas ce que c'est. À la première information, généralement, il n'y a pas de souci sur la gestion. Les cas conflictuels arrivent tout en dernier quand
crois qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue possible. Mais oui, généralement, juste le fait de communiquer et puis pourquoi pas de recevoir une lettre de relance d'une autorité administrative, les cas se gèrent assez bien comme ça. Ce que je dirais, c'est que, oui, comme pardon, tu le dis, hein, les cas sont assez peu nombreux, mais même si actuellement il n'y a pas de sanctions, il faut faire entre guillemets comme s'il y en avait, c'est-à-dire bien avoir un dossier sur le litige pour que le jour où il y ait des sanctions, il puisse y avoir l'historique qui soit gardé, et ça permettra d'autant plus facilement de mettre en place une sanction quand elle sera possible par la réglementation. Voilà, et aussi le fait d'avoir de l'historique sur des cas pourra aider aussi, dans le sens où, bien évidemment, une amende ne va pas être donnée sur un cas unique. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un historique derrière de conflit, du fait que la personne était au courant, qu'elle n'a pas voulu gérer, qu'elle sur un certain nombre de points elle ait refusé de faire cette gestion pour effectivement passer une amende. On ne pourra pas bien sûr sanctionner des personnes à première observation d'Ambroisie. Donc le fait de posséder un historique en fait de la preuve de constat, du fait que la personne soit bien formée, etc., ça pourra aider également. La question suivante, donc est-ce que les supports de formation sont accessibles? Pouvez-vous redonner le lien internet? Donc oui, ils sont bien accessibles sur ambroisie.info, sur la page dédiée aux journées de lutte contre les ambroisies. Tout à la fin, vous avez un webinaire. Et puis également sur les e-communautés du CNFPT, les e-communautés santé et nature-environnement. Et je vais vous redonner le lien, évidemment. Merci pour cette réponse. Où trouver les courriers types pour envoi aux propriétaires où l'ambroisie est présente sur leur terrain? Eh bien, si tu veux, Valérie, je réponds aussi à cette question. Donc, ces courriers types, vous pouvez les retrouver dans la boîte à outils du référent Ambroisie. Une excellente transition pour le webinaire de demain qui sera sur tous les outils en fait qui sont disponibles pour les référents et toute personne qui s'intéresse à l'Ambroisie. Et notamment, donc ça sera Quentin Mettray qui va vous présenter ces boîtes à outils, notamment la boîte à outils du référent Ambroisie. Et donc c'est dans cette boîte à outils qu'on retrouve ces documents et je vais peut-être copier le lien également dans la conversation. Donc en fait c'est sur ambroisie.info. Vous avez un petit onglet outils et en bas de la page. Et quand vous cliquez sur outils, vous arrivez sur donc une page qui s'appelle les supports d'information et d'action. Et dans cette page, vous avez tous les documents à disposition et la boîte à outils du référent Ambroisie. Et dans cette boîte à outils, vous retrouverez ces lettres de relance. Je vous colle dans le chat le lien. Voilà. Il est 58, donc on va peut-être prendre une dernière question. Bonjour, pouvez-vous nous parler de l'état des travaux législatifs sur la levée d'anonymat pour accéder au nom des exploitants de parcelles et non juste celle des propriétaires? C'est un travail qui est en cours, qu'on a dans le scope. C'est forcément à discuter avec différents ministères. Donc, bon, forcément, hein, avec le Covid, ça a pris plus de temps que prévu, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on travaille dessus. Et peut-être une dernière question. Pour trouver les mesures obligatoires à prendre par une collectivité territoriale, il convient de référer à l'arrêté préfectoral. Comme je le disais, actuellement, il n'y a pas non plus pour les collectivités d'obligation. Parce que, encore une fois, le consensus n'a pas pu être trouvé entre tous les ministères pour obliger les maires à agir contre les ambroisies. Donc, ce sont des possibilités d'agir pour les collectivités. Alors, je ne parle pas là, il y a une obligation forcément pour les collectivités d'agir sur leur terrain pour lutter contre l'ambroisie. Mais pour lutter autre part, il n'y a pas d'obligation des municipalités. Eh ben, il est midi pile, donc il me reste quasiment à te remercier.
et pour ton intervention et merci à tous les participants. Je vais vous remettre juste la dernière diapo de présentation pour vous inviter donc au webinaire demain matin, même heure, même lien pour la boîte à outils Ambroisie présentée par Quentin Métret de l'Observatoire des Ambroisies. Peut-être que ce webinaire durera un petit peu moins longtemps, puisque quand on aura fait le tour des outils, voilà, ça sera fini. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à participer également demain pour savoir si c'est disponible pour vous. Merci. Merci beaucoup.